Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode, ce premier épisode de l'année 2018. Alors, on va vous proposer une série de 2 épisodes que nous avons enregistrés pendant le break de Noël. Alors, on vous a laissé la dernière fois sur les menus de réveillon, que nous avions enregistré d'une façon traditionnelle, et puis j'ai été passer les fêtes dans ma famille et j'ai eu l'occasion de rencontrer Guy et où nous avons testé notre installation et nous avons enregistré en live dans la même pièce. Alors, je m'excuse d'avance pour les petites différences de son et la différence de qualité que vous allez constater, mais c'est juste que nous avons eu envie de vous faire partager une expérience que nous avons vécue tout simplement entre nous. C'est le genre de conversation qu'on a quand on se rencontre. Alors voilà, je vous laisse avec l'épisode que nous avons enregistré ce jour-là. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bonne année! Et bonne santé à tout le monde. Voilà, au micro c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve cette fois-ci, pas comme à l'accoutumée, je suis face à face avec Guy. Et nous allons dire que c'est une première, parce que de tous les 60 et quelques enregistrements que nous avons faits, c'est la première fois que nous le faisons en direct. C'est la deuxième fois. Il y en a eu un, c'était à la foire à Bruxelles. Oui, la foire, au salon de l'alimentation. Et là, c'était dans un environnement assez bruyant et on n'utilisait pas le même micro. Donc voilà, nous sommes en train de tester la nouvelle installation que nous avons. Et ça va permettre de parler cuisine en direct. Ah oui, parce que d'habitude, on parle en cuisine à 300 km et plus loin de l'un de l'autre. Grâce à la magie d'Internet, effectivement. Oui. Donc aujourd'hui, tu nous proposes une dégustation. Donc on vous invite à vous asseoir à notre table. Voilà, vous êtes ici, en face de moi, Guy. Et il nous a dressé de magnifiques assiettes. Et il y a des beaux verres aussi. Ah oui, et il va y avoir 3 dégustations différentes. Wow. Nous allons commencer par déguster du Sauterne. Alors le Sauterne, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un vin blanc, c'est un vin liquoreux, donc c'est un vin qui est à la fois riche en alcool et en sucre, qui a un mode d'élaboration assez particulier, puisque pour réaliser un beau Sauterne, on a besoin du concours de la nature, à savoir une pourriture grise, qui ailleurs est néfaste au vin, mais qui à Sauterne, au contraire, est bénéfique, et qui va concentrer, de par sa présence, le jus de raisin de manière à ce qu'il soit très sucré. C'est ça qu'on appelle la pourriture noble. C'est donc la pourriture noble, oui. Et ça nous donne des vins tout à fait exceptionnels. Alors pour vous donner une petite idée, la production de vin à Bordeaux, eh bien en réalité c'est 85% de rouge, hein, tout terroir confondu, et alors le reste se décline en blanc et en rosé. Et les vins blancs, moelleux ou liquoreux ne représentent que 2% du total de la production des vins à Bordeaux. Donc ce n'est vraiment pas beaucoup en quantité. Le Sauterne, c'est un Bordeaux. Alors le Sauterne est un Bordeaux, et on le confond quelquefois, du moins on met parfois dans la région de Bordeaux un autre vin qui est aussi, presque aussi bon je dirais, qui est le Montbazillac, qui est aussi un vin moelleux, mais d'un registre disons inférieur malgré tout. Je vais me faire taper sur les doigts par les gens de Montbazillac, on ne peut pas dire ça. Et par moi, mais attends, je dois beaucoup au Montbazillac. Tout à fait. Ma première cuite, à 12 ans. Tout à fait. Oui, mais il faut reconnaître quand même que le Sauterne est quand même un cran au-dessus. Hein. Surtout les beaux grands Sauternes. C'est surtout plus cher. C'est surtout plus cher. Et alors aujourd'hui, nous allons boire un Sauterne ordinaire, je dirais plutôt commun, que j'ai acheté ce matin, qui a été mis au réfrigérateur, qui est à la bonne température, qui a une très très belle couleur jaune d'or. Hein. Il faut reconnaître que c'est vraiment une couleur exceptionnelle. D'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir une photo. Et puis, nous ferons également une dégustation d'un autre vin de Sauterne, qui celui-là est exceptionnel, que je vais donc vous préparer maintenant. Alors, je vois ici sur l'étiquette, les cépages, c'est 80% sémillon. C'est du sémillon, du sauvignon et de la muscadelle, bien souvent. 15% sauvignon et 5% muscadelle. Voilà, ce sont les 3... En réalité, il y a 4 cépages, parce qu'il y en a un qui est double. Mais ce sont les 3 noms que l'on sort d'habitude au niveau des cépages qui entrent dans la composition des vins de Sauterne. Attention, parce que là, Guy vient de sortir son sac en plastique avec une vieille bouteille dedans. Oui. Une très vieille bouteille. Je pense que cette bouteille-là va vous faire plaisir, cher ami. Oh mon Dieu, c'est quoi ça? Il y a plein de poussière dessus. Oui, comme ça, oui. Alors, il y a l'étiquette qui est très très loin. Oh, mais alors, je vais vous dire ce que c'est. Je vais prendre une photo. Je redoute ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est. C'est une bouteille de Château d'Yquem
1976, l'année de naissance de mon ami Marc. 1976, mon Dieu, mon Dieu. Et mon comme Dieu. je lui avais dit que nous la boirions ensemble, c'est la dernière qu'il me reste, c'est mon cadeau à son anniversaire. Ouais. Là, tu fais une affaire très privée ici. Là, c'est vraiment... vous êtes dans notre intimité, là, carrément. Ah hein. oui, oui, oui. Waouh. Ouais, je regarde. Non, effectivement, l'étiquette tombe en lambeaux. Et je donc suis allé la je suis chercher obligé- à la cave ce matin. Je suis obligé de te croire sur parole. Ah non, effectivement, il y a sur la bague en haut, c'est ce qu'on appelle, comment tu appelles ça, la capsule? La capsule, hein, la C'est capsule. marqué effectivement Château Ikem l'Ursalus. L'Ursalus, c'est le nom du propriétaire. Ikem, c'est ça, 1976. Effectivement, sur la capsule, Bien c'est marqué la date 1976. Alors, je pense que je vais 1976. m'arranger pour découper la capsule de manière à ce que tu puisses la récupérer comme souvenir. Ah ouais, ouais, ouais. Parce qu'à défaut d'avoir ça, l'étiquette qui est très mais si tu abîmée, la coupes là en dessous, c'est... tu auras le bouchon Waouh. et tu auras également la capsule. Mais elle a pas encore trop diminué pour un vin qui a Il maintenant n'y a pas de raison qu'elle diminue. 42 ans. Et un sauterne de 42 ans, ça risque pas d'être un petit... Ah, ben on va voir piqué. comment... On va piquer, certainement pas, mais on va voir comment il est. Hein. Bon, alors, le Château Ikem, c'est un grand... C'est un premier grand cru classé et il n'y en a eu qu'un seul à Bordeaux. Il ne faut pas l'oublier non plus. Hein. Ah, sauterne, un- tu veux dire? Non, à Bordeaux carrément. Les autres, ce sont des grands crus classés. Ici, c'est un premier grand cru classé hors catégorie, en fait. Donc, C'est le summum de tous les summums des vins de Bordeaux, en fait. donc, même au-delà du Château Pétrus. En principe, oui, parce que le Château Pétrus n'était pas dans le classement de 1856 non plus. Hein. Mais alors, c'est quoi ces histoires de grands crus classés? Eh bien, ça, ce sont des grands crus qui ont été classés à l'époque du Second Empire entre les vins de Bordeaux. Mais certains vins n'ont pas été mis dans le classement, entre autres les vins de Saint-Émilion, par exemple. Hein, il n'y avait que les Médocs, il n'y avait que les Graves et les Sauternes. Voilà. Et je ferai même une photo Waouh! du bouchon qu'on voit par transparence, Alors là, il vient d'enlever la capsule par le... en En essayant longueur. de ne pas trop l'abîmer parce qu'elle colle un petit peu. Parce que d'habitude, on enlève juste le dessus, mais Oui. là, il vient d'enlever toute la capsule en taillant... Oh là là, une- voilà, oui, il y a oui, même non. de la- Ah, voilà, là, De la moisissure un petit peu là au niveau du Wow. bouchon, mais c'est pas oui, grave. on voit... Voilà, ça c'est un truc à mettre dans un petit cadre chez soi. C'est magnifique, magnifique. Une capsule du meilleur vin du monde de l'année de sa naissance, ça se voit Ah, quand pour même toi, pas c'est le tous les meilleur jours. vin du monde. Ah, en tout cas, on le considère comme tel. Maintenant, ça c'est une question d'avis, évidemment. Waouh! Effectivement. C'était la surprise du jour. Ah, ça, c'est la surprise du chef, en effet. Bon. Mais alors, effectivement, c'est un long bouchon. Je vois que le bouchon n'est pas trop attaqué. Le bouchon n'a absolument rien, il est en état impeccable. Hein. Est-ce que votre cave est suffisamment bonne que pour tenir ça? Oh, je pense. Alors, un sauterne de 40 ans, le sauterne, c'est un vin de garde. Le sauterne, les grands sauternes sont des vins de garde. Alors, il faut savoir que Château d'Yquem ne millésime pas chaque année. Elle ne millésime que les bonnes années. Donc, il y a des années où il n'y a pas de Château d'Yquem. Il y en a éventuellement chez le voisin, mais pas à Sauterne chez Château d'Yquem. Donc, il y a des années qui n'existent pas. Alors, bien sûr, on ne jette pas la vendange, vous pensez bien, mais en tout cas, ne sont pas millésimées. Alors, cette année-là n'était pas une des très, 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 très grandes années, mais c'était quand même une bonne année néanmoins. Donc, effectivement, sur l'étiquette, je vois qu'il y a encore le EM à la fin. Là. Oui, il y a le M et puis il y a le château ici, on voit le chat. Alors, le château. pour garder un vin comme ça, quelles sont les conditions idéales? Alors, les conditions d'abord, c'est d'avoir une bonne cave. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une bonne cave? Ça ne veut pas dire une cave qui est trop fraîche. Ça veut dire une cave où la température ne varie pas trop au cours de l'année et évidemment, forcément, a fortiori, donc chaque jour, elle doit rester stable. Alors, ce qui est mauvais pour le vin, ce sont les changements de température. Donc, une cave, par exemple, où on passe en quelques jours d'une température de 10-11 degrés à une température de 18 degrés, ça ne va pas. Hein, donc, il faut une cave où les évolutions de température sont très lentes. Et on va considérer que sur l'année, il peut y avoir 1 ou 2 degrés éventuellement en plus si on est en plein été et qu'il fait caniculaire. Mais idéalement, la cave ne devrait pas bouger de température. Et on considère souvent que 11 degrés est à essayer d'obtenir en permanence, 11-12 degrés grand maximum. Alors, si on a une température plus chaude, ce n'est pas très grave, mais à condition que la température ne varie pas de nouveau trop sur l'année. Alors, question humidité, il faut une certaine hygrométrie. Pourquoi? Parce que les bouchons ne doivent pas sécher. Et en plus, il faut garder les bouteilles idéalement couchées, de manière à ce que le bouchon soit toujours humidifié, de manière à ne pas laisser passer
le vin. Donc on garde ces bouteilles couchées et non pas debout. Parce que quand il sèche, alors du coup, ça laisse passer l'air. Ben, ça laisse passer l'air et puis le bouchon après est à remplacer. Alors il n'empêche qu'on peut très bien aussi envisager le remplacement des bouchons après 25 ou 30 ans quand les bouchons se détériorent. Hein. On le fait d'ailleurs pour les grands crus. J'ai entendu dire qu'il y avait certaines maisons même qui venaient rebouchonner Oui, ton oui, tout vin. à fait. Ils viennent reboucher. Ils font Les ça bouteilles. gratuitement? Alors ça, je ne saurais pas le dire, mais en tout cas, pour les crus qui sont vraiment très très coûteux, ils peuvent venir le faire, hein, sur demande. Alors, autre caractéristique évidemment du château d'Yquem, bon, ben, c'est mis en bouteille au château, bien entendu, comme c'est indiqué sur le bouchon. Les bouchons sont très longs. Les vins de qualité, d'abord, ils ont des bouchons naturels, ils n'ont pas des bouchons synthétiques. Évidemment, il y a 42 ans, on ne parlait pas encore de bouchons synthétiques. Et alors, ce sont des bouchons très longs, qui sont un gage de bonne conservation, et ce sont des bouchons d'une pièce également. Or, actuellement, on trouve de plus en plus des bouchons composés, c'est-à-dire qu'il y a la partie inférieure ou la partie supérieure qui sont en liège d'un seul morceau, et puis le milieu du bouchon est fait d'un agglomérat collé, donc de liège. Alors, sur la face inférieure, il y a un petit dépôt, qui n'est pas le dépôt habituel de bitartrate sous forme de petits cristaux blancs, c'est plutôt un dépôt qui a l'air un peu grisâtre comme ça et uniforme. Mais ce sont quand même des petits cristaux de dépôt. Hein. Ah oui. Donc maintenant, on va voir au niveau du service dans le verre ce que ça donne. Donc, mais le vin ne se trouble pas. Est-ce qu'il faut le décanter, le sauterne? Non, on ne le décante pas. Waouh, écoutez ça. Alors ça, c'est une couleur jaune d'or, mais alors là, d'une profondeur. On le compare à côté de l'autre et on voit qu'il est réellement couleur abricot. Tandis que l'autre est jaune d'or, celui-ci, il est vraiment vieil or. Mais je ne vais pas dire à quoi ça me fait penser. Ah oui, je viens juste de le sentir. Alors, on fait bouger un petit peu. Je vois qu'il a des belles larmes quand je le fais tourner dans le verre. Alors, ce sont des vins qui sont généralement dits gras. Larmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a de la glycérine dedans. La glycérine, c'est un composant naturel du vin de toute façon, ce n'est pas un poison. Et ici, nous allons pouvoir comparer un Sauterne 2011 avec ce Sauterne qui a quasiment une quarantaine d'années en plus. Et ben voilà. Rien que l'odeur. Ben, on va commencer par le premier? Oui, tout à fait. Alors, je vais faire une photo de toute façon des deux verres, l'un à côté de l'autre, pour bien les comparer. Mais rien que le parfum, on appelle ça le bouquet? On appelle ça le bouquet, effectivement. Rien que le bouquet, c'est très prometteur. Voilà. Alors, il faut savoir que le Belge est le premier consommateur mondial par tête d'habitant de vin de Bordeaux. De cru, d'appellation contrôlée. Voilà. Le premier consommateur mondial par tête d'habitant d'appellation contrôlée, c'était encore jusqu'il y a peu le Belge. Donc on boit moins de vin en Belgique, c'est plutôt la bière, la boisson nationale. Mais quand on boit du vin, c'est pas de la piquette qu'on se prend. Et d'ailleurs, il suffit de le voir, les magasins, même les supermarchés, on propose davantage d'appellations contrôlées par rapport à la France, par exemple. Et puis on ne trouve pas des gros vins, genre gros rouge qui tachent la bouteille en plastique, la villageoise, comme on peut trouver en France. Ça me choque, ça, quand je vais en France, de voir ces vins qui sont des vins de table. Bon, tu vas me dire, c'est la boisson nationale quasiment là-bas aussi. Voilà, donc Guy nous prend tout ça en photo. Et maintenant, nous allons procéder à la dégustation comparative. Alors, nous avons en première dégustation... Mais c'est un Sauterne qui porte le doux nom de Sablette. En fait, ce n'est pas un château, à mon avis, parce que sinon, on aurait l'appellation château. En 2011 ? C'est un 2011. Donc, il a une belle couleur jaune doré, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mmh. Alors, il a un nez qui fait penser à un nez de fruits exotiques. Fruits de la passion, ananas. Il y a tout ça, voilà. Il y a tout ça dedans. Exactement. Fruits de la passion, ananas, je dirais même peut-être un peu de mangue. On va même un petit peu de pamplemousse finalement. Et du litchi ? Litchi, je ne pense pas, mais on va goûter. Alors effectivement, pour déguster son vin, il faut faire passer de l'air à travers la gorgée de vin que vous gardez en bouche pour le faire rouler sur le palais et ainsi dégager tous les parfums. Alors c'est un vin qui est malgré tout relativement léger. Oui. Hein, il est très agréable. Il a une belle acidité, je dirais qu'on pourrait plutôt qualifier d'acidulité, mais ce n'est pas un mot exact. Il est très légèrement acidulé, mais juste ce qu'il faut. Parce qu'il faut bien savoir que les vins de Sauterne, comme ils sont très alcoolisés et très sucrés,
ont besoin pour être équilibrés d'un peu d'acide. Et ici, c'est vraiment parfait. Maintenant, c'est un vin qui est léger parce qu'il n'a pas de prétention et que son prix était tout à fait raisonnable. C'est quoi un prix raisonnable? Pour vous donner une idée, c'est dans les 13 €. Ah oui. J'ai remarqué que les sauternes s'étaient fort démocratisés ces derniers temps. Ben, disons qu'il y a de la concurrence. Alors bon, si on veut continuer à vendre, il faut rester raisonnable dans les prix. Mais l'arrière-goût reste encore très doux. Mais c'est forcément un vin qui est doux étant donné que c'est un vin liquoreux. Et puis maintenant, nous allons le comparer avec le Château d'Yquem 1976-1976. Alors là, nous sommes dans un registre de couleurs tout à fait différent. Alors si on regarde comme ça à la lumière, on voit que c'est un vin qui est tout à fait brillant, qui est tout à fait transparent. Il n'y a pas la moindre trace de turbidité, donc de trouble. C'est un vin qui a de superbes reflets. Et puis, nous avons choisi de le mettre dans... Oui, c'est vraiment de l'or. Nous avons choisi de le mettre dans un verre qui est plutôt un verre qu'on appelle un verre à l'ange, c'est-à-dire un verre tulipe mais assez étroit, qui n'est pas le verre, disons, dans lequel on déguste traditionnellement les vins de Bordeaux, mais par contre c'est un verre qui est très élégant et qui permet néanmoins de faire tourner le vin pour en extraire les arômes. Je prends mon appareil photo pour faire un petit peu... Voilà. Alors, c'est buvable? Alors c'est buvable, mais qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des odeurs minérales, et on y trouve un goût minéral. Waouh! Qui est tout petit peu surprenant. Donc on pourrait penser trouver dans un vieux sauterne encore ces fruits jaunes, etc. Il est très long. Exotiques. Néanmoins, ça ne se retrouve pas. Ça ne se retrouve pas, même si ça s'y trouvait à une époque. Et on acquiert comme ça des goûts un petit peu plus minéraux. Mais il n'est pas du tout madérisé, là. Non, il n'est pas madérisé, parce que bon, s'il était madérisé, il aurait une couleur très très brune, très très foncée. Mais ce n'est pas du tout le cas maintenant. Bon, peut-être qu'il serait madérisé dans 30 ou 40 ans. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. C'est une bouteille qui vaut une fortune, un truc pareil. Château Yquem, c'est le plus cher en plus. Effectivement, je suis allé voir le prix sur Internet hier. Pour me donner, disons, un petit regret, mais bon, quand on aime, on ne compte pas, et comme j'aime bien le vin... Alors, pour expliquer à l'auditeur qui s'est installé avec nous, là, je suis arrivé un petit peu en retard à cette dégustation, et Guy avait l'air très contrarié. Maintenant, je comprends pourquoi, parce qu'il m'a fait cette surprise, mais je ne savais pas qu'il allait me faire cette surprise. Si j'avais su, moi, je serais accouru. Mais c'est un homme de mystère. Vous voyez que c'est quelqu'un qui est vénal, hein. Il serait accouru à condition que je lui offre quelque chose d'exceptionnel. Mais je savais que le jeu en valait la chandelle. Wow. C'est un vin qu'il faut quasiment boire à la petite cuillère. Ah, il faudra le boire tout doucement. Hein. Oui. Et puis maintenant, nous allons procéder à la dégustation du foie gras. Voilà. En même temps que les vins. Alors. Pourquoi un foie gras? Tout d'abord, dire pourquoi du foie gras, parce que nous sommes à la période où on mange peut-être le plus de foie gras, c'est-à-dire au moment des fêtes de fin d'année ou juste après. Et ça s'explique parce que, de manière ancestrale, on élevait les oies et on les gavait à l'automne. Et puis, dans chaque famille du sud-ouest, eh bien, il y avait comme ça 2-3 oies, quelques canards. Et puis, après le gavage, eh bien, la mère de famille faisait ses terrines. Donc forcément, le foie gras était consommé pour les fêtes de fin d'année. Et puis, c'est quand même un produit qui est rare, qui est coûteux, ce qui veut dire que même s'il s'est démocratisé, on le réserve de préférence pour les moments d'exception. Alors la grande discussion, c'est est-ce qu'avec du foie gras, il faut du sauterne? Est-ce qu'il faut un vin moelleux? Alors le foie gras, s'accommode de beaucoup de choses. C'est un produit qui est gras, qui est riche, qui est onctueux. Alors certains vous diront qu'on a besoin de se remettre la bouche à zéro. Donc ils vont plutôt privilégier quelque chose qui soit plus brut, plus sec. Et c'est comme ça que les champagnes marchent très bien avec le foie gras. Et puis il y a ceux qui sont, disons, des tenants, des partisans, je dirais, de l'accord sucre foie gras, alcool foie gras, moelleux et foie gras, et qui vont toujours garder à l'idée de mettre des sauternes. Alors ici, évidemment, c'est un petit peu exceptionnel parce que normalement, on ne boit pas du Château d'Yquem avec du foie gras, ni en mangeant. Idéalement, on le déguste pour lui-même en tant que vin seul. Et je pense que dans les deux vins que nous avons, celui qui conviendra le mieux, ce ne sera pas le Château d'Yquem, ce sera plutôt le vin le moins cher, plus récent, parce qu'il a encore un petit peu de fraîcheur, il a encore un petit peu d'acidité, qui pourra donc aller très bien avec le foie gras. Alors, quand on compare des choses, il faut comparer des choses comparables. Ici, pour le foie gras, j'ai pris deux types de foie gras tout à fait identiques, je dirais dans leur cuisson, dans leur mode de préparation. J'ai même pris la même marque d'ailleurs,
Par contre, ce sont deux foies différents. Il y en a un qui est un foie de canard et l'autre qui est un foie de d'oie. Foie d'oie. Alors, ben voilà, qu'est-ce qui va les distinguer? Nous voyons qu'il y a déjà deux couleurs différentes. Il y en a un qui est Sur plus la brun, droite, il y en a l'autre un qui est plus brun, rose, l'autre qui est plus oui. rose, voilà. Alors, le foie de canard, à l'origine, c'est un foie qui est plus petit et qui est plus jaunâtre. Et le foie gras d'oie, il est un petit peu plus gros. Disons qu'il y en a un qui est à peu près un tiers, 40% plus gros que le premier à l'état naturel. Et c'est un foie qui est un petit peu plus rosé. Alors, le foie gras de canard, outre sa couleur, pour celui que nous avons ici, il est un tout petit peu plus friable. Donc, malgré des précautions d'avoir trempé la lame du couteau dans de l'eau bouillante, etc., il fait quelques petits éclats. Tandis que le foie gras d'oie, lui, il est beaucoup plus crémeux et il s'est laissé découper sans aucun problème, sans faire d'éclats, sans se fissurer. Alors, au niveau de la dégustation, nous allons le faire tout de suite. Avec quoi accompagne-t-on le foie gras? Je vois qu'on a du pain. Alors, le type de pain plutôt jaune brioché. Il y a un pain j'imagine. brioché qui est tout à fait nature, je ne l'ai pas toasté volontairement. Et puis il y a un pain, disons un pain de campagne au levain. Et je pense que ça remplace avantageusement, quand on veut vraiment faire une dégustation en tout cas, ça remplace toutes les brioches avec du sucre, des raisins, pourquoi pas des fruits confits, tous les confits d'oignons, etc. Je pense que si on veut vraiment, en tout cas comme c'est notre but aujourd'hui, le déguster pour pouvoir vous en parler, eh bien, il faut le déguster le plus naturellement possible. Oui, parce qu'il y en a qui aiment bien mettre de la confiture d'oignon avec ça, ou de la confiture de figues, un confit de figues. À la limite, on peut le faire lorsqu'on veut passer à table pour un moment festif. Mais si on veut vraiment les comparer et se faire une idée des deux produits, je pense qu'il faut les laisser les plus naturels Alors, possible. je commence avec le pain de campagne. Ben voilà, moi aussi. Un petit morceau sur le coin, comme ça. Mmh. Mmh. Alors après ça, nous allons passer au Alors, même mode de dégustation pour l'autre, pour pouvoir les comparer. Exactement. J'ai toujours bien aimé le canard. C'est un goût qui me rappelle de bons souvenirs. Voilà, alors les deux sont très bons. Le canard a un caractère différent. Pour moi, il y a une toute petite pointe d'amertume, et ça c'est connu, qui n'est pas du tout déplaisante. Tandis que l'autre va plutôt avoir un goût de foie traditionnel. Alors évidemment, je ne vais pas comparer avec un pâté de campagne au foie de porc, mais je dirais qu'on a un petit peu ce côté du pâté traditionnel qu'on a tous en bouche quelque part. Il est plus doux, hein. Il est plus doux. Oui, oui. Effectivement, il a l'air... Moi, je trouve moins goûtu. Le goût est plus fin. Oui. Alors, il y a une question de snobisme qui voudrait que on ne trouve vraiment comme valable que le foie d'oie. Et moi, à titre vraiment personnel, je préfère le foie de canard pour son côté un petit peu plus typé. Oui, voilà, typé. En effet. Bon. Alors maintenant, évidemment, l'autre dégustation que nous devons faire, c'est avoir un peu de pain de campagne, un petit peu de foie gras, et puis prendre une petite gorgée de vin en même temps, et puis laisser le mélange se faire en bouche pour avoir la quintessence de la dégustation. On met tout ça dans sa bouche. Et ça, Voilà, il faut connaître que ce sont des moments de grande dégustation et des moments, disons, qu'on ne rencontre pas tous les jours de sa vie. Et ça, c'est quand même la cuisine française qui nous a donné tout ça. Alors ça, c'est l'avantage d'être ami avec Guy, c'est qu'une fois de temps en temps, quand on se voit, il va toujours prévoir un moment de dégustation. Donc, il a récupéré quelques produits à gauche, à droite qui valent la peine d'être dégustés pour ce qu'ils sont. Et on se fait comme ça des moments plaisir de dégustation. Il y a que dans la cuisine belge et française que je vois des gens, je veux dire, c'est plutôt dans la mentalité latine, parce que les Espagnols et les Italiens sont aussi parfois comme ça, juste pouvoir déguster les choses pour ce qu'elles sont, sans attendre l'heure du repas. Mais je crois que ce n'est pas pour rien que la cuisine française, et je dirais par association les autres cuisines européennes, ont été élevées au rang de patrimoine mondial de l'humanité. Et quand on pratique ce genre de choses, on se rend compte que c'est exceptionnel. Le bon vin, avec le bon produit, qui est dégusté pour lui-même, qu'on compare, qu'on analyse. Alors on pourrait dire que c'est, disons, l'intellect qui déraille un petit peu, mais enfin bon, c'est exceptionnel. Alors maintenant, nous allons essayer avec de la brioche. Toi, tu vas essayer avec la brioche. Moi, je termine mon pain ici. Ah oui, mais il faut quand même essayer les deux pour avoir une idée. Je savoure, parce que tu sais, dans le pays où je vis, le foie gras est interdit. Il y a d'ailleurs le boucher d'un fournisseur de la cour, d'un supermarché fournisseur de la cour, qui a été arrêté et renvoyé tout simplement parce qu'il vendait du foie gras sous le comptoir. Il y avait un nom de code particulier qu'on devait lui demander ce nom de code-là, et c'était du foie gras frais.
chose qui est teinté. Donc le foie gras préparé, on peut l'acheter, mais on le trouve très très difficilement et à un prix exorbitant. Donc, mais, le problème du pain de campagne, c'est la croûte. Parfois, tu as une croûte qui est un peu plus forte. Oui. Est-ce qu'il faut manger ça avec? Ben, disons que ça fait partie de la dégustation. On peut très bien manger que la mie, et puis après, on mange la croûte avec autre chose. Alors, évidemment, on se retrouve ici dans la lointaine banlieue de Bruxelles, donc quasiment en pleine campagne. Hein. On est entouré de champs. Je vois des champs là-bas et là-bas, ouais, en gros. Donc, on est vraiment à la campagne. Donc, on peut trouver dans les boulangeries du vrai pain de campagne, qu'on appelle pain de campagne. Faut qu'on appelle du pain local ici. Mais celui-ci, ce n'est pas ce qu'on appellerait un pain de campagne, c'est ce qu'on appelle un pain de meule au levain. Alors en réalité, c'est un pain de froment, mais qui a été moulu finement à la meule de pierre. Enfin, le grain a été moulu finement à la meule de pierre. Il est légèrement brun, ce pain, à l'intérieur. Il n'est pas blanc comme on est habitué d'avoir du pain blanc, ni même du pain crème. Il a une couleur bistre, comme ça. Et alors, il a été préparé au levain. Et la qualité d'un bon pain au levain, c'est qu'il n'est pas sûr. Or, très souvent, on rencontre du pain au levain, mais qui est sûr, donc qui a un goût un petit peu aigre. Et ce n'est pas du tout le cas ici. Allez, on remplit un petit peu les verres là, parce que ça a vachement diminué. Oui. Maintenant, nous ne boirons pas les 2 bouteilles, parce qu'on doit prendre la route aussi. Hein. Si vous entendez cet épisode, c'est qu'on a survécu. Alors moi, j'aime beaucoup le pain brioché, parce que justement, il ne couvre pas le goût du foie gras. Parce que le foie gras d'or est tellement fin qu'il faut quasiment le déguster pour ce qu'il est. Oui. Alors que le foie gras de canard, on peut encore l'agrémenter d'autres choses sans couvrir son goût, sa typicité, comme tu dis. Alors que moi, ça me fait hurler chaque fois les gens qui utilisent des ingrédients supplémentaires qui vont couvrir le goût du foie gras. Ils vont utiliser du pain d'épices et puis un confit d'oignon ou un confit de... C'est un peu dommage. Oui, tu as l'impression, alors du coup, tu sens juste le gras du foie gras. Et c'est comme si tu avais mis une couche de beurre, parce que tu ne sens plus le goût. Tant pis pour les activistes, pour les animaux, mais je dois vous avouer que c'est quelque chose qui fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. C'est du foie gras qui est produit en France ou en Belgique? C'est en France, celui-ci. Enfin, tout ce qu'on fait... D'une grande marque très connue, qui commence par L et qui se termine par IE. Je vois. Que nous ne citerons pas parce que on veut pas les fâcher. Effectivement. Mais on produit du foie gras pas seulement dans le sud-ouest. Maintenant, on en produit quasiment partout. Hein. Alors, il faut savoir également que le foie gras en France, dès le moment où il a été traité, donc préparé en France, il peut être importé éventuellement d'un pays tiers. Hein. Ah, donc les canards peuvent être polonais? On peut très bien voir, mais je pense qu'en Pologne, on ne peut plus donc gaver les canards. En Israël, je pense qu'on ne peut plus non plus. Il y avait la Hongrie également, qui étaient deux, trois grands pays producteurs de foie gras. Dès le moment où le foie est transformé en France, à ma connaissance, il peut porter toutes les appellations qu'on veut. Foie gras de Strasbourg, par exemple, même si le canard est élevé en Hongrie, par exemple. Oui. Regardez beaucoup la télé. Moi, j'ai regardé récemment un épisode de Cache Investigation. C'est bon. Économiquement, je n'apprécie pas trop parce qu'en tant qu'économiste, je trouve qu'ils ont des points de vue de journalistes. Ils oublient parfois un peu de l'analyse large, mais ils ont parfois des points très intéressants. Par exemple, ils relevaient que pour les vêtements, je parle des vêtements, tu n'étais pas obligé de mettre la mention Made in et de dire le pays exact où ça avait été produit. Donc, en gros, tu pouvais avoir un polo ou un t-shirt fabriqué en Ouzbékistan, tu pouvais mettre Made in Italy. Ce n'était pas pénalement répréhensible. Donc, on rend compte que pour les aliments, il y a aussi, on se dirait, traçabilité, chaîne alimentaire, sécurité. Mais je me souviens qu'en Belgique, il y a eu comme ça plusieurs scandales, notamment celui des cochons qui étaient élevés en... Tu t'en souviens, celui-là? Moi, je me souviens surtout, c'est du problème des lasagnes à la viande de cheval, finalement. Ouais, je te parle de quelque chose... Ça avait été... oui. Début des années 90, c'était les cochons qu'on élevait en Flandre et qui servaient pour faire du... Le jambon d'Ardenne. Maintenant, jambon de Parme. c'est terminé. Ah, le jambon de Parme aussi, oui. En principe, c'est terminé, tout ça, mais bon. En principe. En principe, voilà. On va toujours trouver des moyens de frauder, hein. Mais il y a eu le fameux système donc des lasagnes à la viande de cheval. Bon, déjà que le cheval n'est pas en soi une mauvaise viande ou un produit dangereux, mais si on laisse croire aux gens que ce n'est pas du cheval d'une part, c'est déjà un premier problème. Alors il y avait ce
ce voyage de la viande entre quasiment tous les pays d'Europe. Maintenant, c'est parce que nous sommes un petit peu trop centrés sur nos propres pays. On dénonçait à cette occasion-là un trafic entre la Pologne, entre la Roumanie, entre Malte et je ne sais plus quel autre endroit. Bon, aux États-Unis, il ne poserait de problème à personne qu'une bête soit élevée au Texas, commercialisée par une société californienne et puis vendue dans l'Ohio ou bien traitée culinairement parlant dans le Michigan ou dans l'État de New York. Ouais. Bon, parce qu'on considère que les États-Unis forment un seul pays, alors qu'en réalité c'est une mosaïque de 50 États qui sont, je dirais, peut-être un petit peu mieux soudés les uns aux autres que ne sont nos pays européens, mais si on veut une Europe intégrée, on ne doit plus être dérangé non plus parce que on importe un produit de Pologne ou de Roumanie et qu'on le consomme en France ou en Belgique. Il faut avoir un petit peu d'objectivité aussi. En effet, on ne peut pas contredire ça. Mais bon, moi ce qui m'avait fait rire, c'était en Angleterre, les gens qui avaient l'air choqués qu'on puisse manger du cheval et même outragés qu'on puisse manger ces jolies bêtes. Bon, c'est vrai que... Ça, je peux le comprendre. Actuellement, en Angleterre, c'est le pays où on a encore beaucoup de courses de chevaux. Donc le cheval est la noble conquête de l'homme et on respecte beaucoup cet animal. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque victorienne, tu avais une boucherie chevaline à chaque coin de rue. Ah, il fallait bien utiliser les chevaux, évidemment, après, les chevaux, une fois après leur carrière. Hein. Les chevaux tiraient tout. Tout était hippomobile, les calèches, tout le monde se déplaçait en cheval, sur le dos du cheval ou tiré par un cheval. Tout le commerce était sur des charrettes à chevaux et donc il y avait énormément de chevaux. Et arrivé en fin de carrière, effectivement, les chevaux, la dernière utilisation qu'on faisait d'un cheval, c'était de l'envoyer à l'abattoir et le vendre comme viande. Et c'était une viande très bon marché, très populaire. Très bon marché en tout cas, qui était plutôt mangé par le bas peuple. Hein. Les personnes de qualité ne mangeaient pas de cheval. Hein. La noblesse ne mangeait pas de cheval. Hein. Moi, je me souviens d'avoir mangé du cheval quand nous j'étais autres, petit. oui. Mais je parle sous l'Ancien Régime, la viande de cheval était réservée au peuple. Hein. Mm-hmm. Parce que c'était une viande qui était effectivement bon marché, mais que ne mangeaient pas ceux qui avaient eu l'occasion, disons, de côtoyer les chevaux. C'est un petit peu comme pour les chiens et les chats chez nous. Si on a un chien dans sa maison et qu'on le côtoie, qu'on le caresse et qu'on vit avec, on aurait du mal, évidemment, sauf en cas de disette exceptionnelle, de le manger. Hein. Oui, mais Guy, si tu dis ça, tu peux t'attacher émotionnellement à tous les animaux. Ben, c'est le cas. Hein? Moi, j'aurais du mal à élever des moutons, et puis après, dans une pâture, et puis après, à les manger après. Hein. Est-ce qu'on peut s'attacher émotionnellement à une vache, par exemple? Tout à fait. Tout à fait. Il suffit de regarder Fernandel dans La Vache et le Prisonnier. Il aurait certainement eu beaucoup de mal à la manger à la fin de son voyage. Oui, mais ça reste quand même quelque chose de très romancé. Effectivement, parce que le personnage d'origine qui a donné l'histoire, ce n'était pas une vache, c'était une brouette. Alors oui. bon, il y avait certainement moins d'attachement vers la brouette qu'envers la vache. Hein. Mais comment est-ce qu'il faisait pour prétendre traire la brouette? Il ne prétendait pas traire la brouette, en fait, ce qu'il faisait, il avait chargé la brouette avec des matériaux, et il prétendait qu'il devait aller d'un endroit à un autre pour échapper aux Allemands. Ah, ouais, voilà. C'est comme ça qu'il s'est évadé, effectivement. Maintenant, quand on parle des sévices faits aux animaux, il faut reconnaître que dans certains cas, les conditions d'élevage ou les conditions d'abattage ne sont pas très, on va dire, très humaines finalement. Mais il y a quand même d'autres choses qui en Europe sont critiquables. Hein. Il y a par exemple le fait de la chasse à courre. Dans certains coins, bon, en Angleterre, il y a eu la chasse au renard qui a été quand même fameusement décriée. Là, c'est vraiment une mise à mort gratuite de la bête. Le jour où on même pas enregistre pour le ceci, manger, en fait. Hein. le jour où on enregistre ceci, c'est Boxing Day en Angleterre. C'était un jour traditionnel de chasse à courre au renard. Et donc, si vous voulez un peu exciter les Anglais sur les réseaux sociaux, localement, dans les communautés rurales, vous vous demandez où est la chasse à courre prévue pour ce jour? Et alors, ils n'apprécient pas ou ils aiment bien, justement? Ah, ça les énerve. Parce que ça a été un débat. Et c'était la noblesse, en fait, qui chassait à courre. Donc Voilà, forcément... et ça énervait tout le monde, parce qu'ils traversaient tout, hein, les gars. Et quand ils lâchaient leurs chiens, ils avaient comme ça des meutes de 40, 50, parfois une centaine de chiens, à travers la campagne. Ça traversait les champs, ça traversait... Je dois me dire, en cette saison, il n'y a quand même pas beaucoup de récoltes sur pied non plus à saccager. Mais ça reste quand même, quand tu as 20 chevaux comme ça qui traversent ton champ en galopant, qui suivent une centaine de chiens, c'est pas agréable à voir. En plus, pour courir après une pauvre bête et la faire mourir d'épuisement quasiment. C'était comment que ça se passait à la fin, la mise à mort? Mais à la fin, c'était les chiens qui se lançaient sur la bête. On essayait de faire sortir le renard de son terrier, de sa renardière. Et puis les chiens se lançaient sur le renard, la malheureuse bête, et la déchiquetaient vivante. Hein. Tout ça pour ça.
Ça valait vraiment la peine de Ah. dépenser toute cette énergie, de déplacer tous ces gens. On appelle ça un sport, c'est ça? Ah, la chasse est un sport pour certains, oui. Voilà. C'est comme la pêche. Les gens qui font de la pêche sportive. Je serais curieux de voir les entraînements. Et puis au rang de la souffrance animale, bon tant pis, mais il y a quand même la tauromachie. Il faut quand même reconnaître que le seul intérêt de la tauromachie, c'est de mettre à mort un animal pour le simple plaisir de le voir mourir. En Et de le spectacle, faire souffrir entre-temps. Donc, en public. d'autant plus qu'on ne le mange pas, ou en tout cas très rarement, ou que sa viande n'est pas en tout cas considérée comme consommable traditionnellement, puisque la bête a été mise à mort dans la souffrance. Donc là, la viande est dure. Il y a rétention de sang dans les dents. On ne sait pas saigner la bête correctement, puisque... Tu veux dire que quand il est stressé, ça altère la qualité de la viande? Bien sûr, bien sûr. Non seulement ça l'altère, mais ensuite il y a production de toxines dans la viande, due au stress. Mhm. Donc la viande n'a pas la même qualité qu'une bête qui est abattue dans de bonnes conditions de calme et de sérénité, si je peux dire. Quelles seraient les meilleures conditions pour abattre une bête et avoir la meilleure viande? D'abord, c'est que, il faut le dire comme on le pense, c'est qu'elle ne devrait pas sentir l'odeur de la mort avant. Elle ne devrait pas savoir qu'elle va être mise à mort, de sorte qu'elle ne serait pas stressée. Ok. Prenons un exemple, quelqu'un qui court, qui fait le marathon, ou bien qui court dans n'importe quel sport, il lui arrive d'avoir des crampes après. Oui. On est bien d'accord. Oui. Or, les crampes, à quoi sont-elles dues? Elles sont dues à de l'acide lactique que les muscles produisent. Oui. L'acide lactique est un déchet de l'effort. Oui. Une bête qui a été coursée pendant des kilomètres dans le cas de la chasse, Oui. ou bien un taureau qui a été, disons, dans l'arène pendant une demi-heure, peut-être pas une heure, mais enfin une demi-heure, à courir dans tous les sens, à essayer de... Alors, poursuivons cet instant des dégustations. Avec cette fois-ci, on a changé les assiettes, on a remplacé le foie gras, qui est plutôt bien bon, par du fromage bleu. Alors effectivement, parce que le bleu et le sauterne sont des grands amis. En fait, il y a toujours un accord traditionnel qui est le roquefort et le sauterne. Mais ici, il n'y a pas que du roquefort, il y a donc 4 fromages bleus de 4 pays différents, et on rejoint un petit peu l'épisode sur les fromages que nous avions concocté pour les réveillons, les fêtes de fin d'année. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons à droite du Shropshire, qui est le fromage le plus orangé de tous. Alors c'est un fromage qui fait un petit peu la concurrence au Stilton, c'est un fromage anglais. Alors contrairement au Stilton, c'est un fromage qui est assez récent, puisque d'après mes informations, c'est un fromage qui date de la moitié du XXe siècle. L'autre avantage par rapport au Stilton, c'est qu'il est plus crémeux et moins cassant. Donc on arrive à faire des morceaux qui sont parfois comme ça, de belles pointes triangulaires, sans aucun problème. Et puis à côté, à sa gauche, il y a un morceau de roquefort. Alors le roquefort est un fromage qui est généralement très cassant à la découpe. Ici, je me suis arrangé pour le casser le moins possible. Différence, c'est que le Shropshire est un fromage de lait de vache, tandis que le roquefort, comme on le sait en principe, est un fromage au lait de brebis. Et puis, à sa gauche, il y a du gorgonzola. Alors pour comparer des choses comparables, j'ai pris un gorgonzola qui n'est pas un gorgonzola crémeux. Donc on sait le découper quasiment comme le roquefort ou le Shropshire sans avoir d'éclat et sans qu'il ne fonde. Et puis à sa gauche, il y a donc le gorgonzola qui est un fromage italien au lait de vache. Et puis à sa gauche, il y a un morceau de pas de bleu, c'est la petite pointe triangulaire, qui est un fromage au lait cru, fromage bleu, belge, de vache également. Donc nous avons le Royaume-Uni, la France, l'Italie et la Belgique. Et puis alors, bon, on peut les déguster évidemment seuls pour ce qu'ils sont, mais j'ai également prévu des fruits secs. Alors, il y a de droite à gauche, en commençant par le dessus, il y a de la pêche séchée, mais moelleuse. Il y a du pruneau d'Agen dénoyauté, il y a de l'abricot moelleux, et il y a de la poire. Alors, les autres fruits qu'on peut évidemment mettre avec les fromages, bon, ce sont évidemment les raisins secs, ce sont les noix, les noisettes, les pistaches, mais également l'angélique, dont on dit que l'angélique est le plus beau fruit sec, mais ce qui est en fait non pas un fruit, mais plutôt une plante, un légume, qui accompagne le roquefort. Alors, le roquefort avec le sauterne, je dois avouer que j'ai jamais entendu ça. Eh bien, on va peut-être commencer directement par le test, voir ce que ça donne, un morceau de fromage sur un bout de pain, et puis après un petit peu de sauterne en même temps. Donc on reste avec notre pain de campagne. Ça doit faire une association sucré-salé, ça. Effectivement, et c'est divin. Je confirme tout de suite. Intéressant, en effet. Pas plus. Ben,
encore ce repas de Noël que nous avons eu cette année, arrivé au fromage, il y a des gens qui se sont dit, mais enfin, le fromage, ça va avec le vin rouge. Et dans l'esprit populaire, pour beaucoup, le fromage égale vin rouge. Éventuellement vin blanc. Mais là, vin liquoreux, généralement, c'est un vin qu'on réserve au dessert. Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait commencer à le servir à partir du fromage Tout à fait. pour continuer sur le dessert. Par contre, pour le dessert, on peut très bien repasser sur des vins blancs secs de type champagne brut, par exemple. Oui, ou demi-sec. Ou éventuellement demi-sec. Bon, les vins doux en Champagne, ça existait. Il y a encore une ou deux maisons qui en fabriquent. Ne sont plus très, très prisés. Donc les vins qui étaient vraiment les vins liquoreux, enfin les vins doux en tout cas. Pour la Champagne, ça n'existe quasiment plus. Par contre, les bruts sont même parfois associés avec un dessert au chocolat, par exemple. Ah oui. Mais dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres vins liquoreux qui peuvent aller avec les fromages bleus? Bien sûr. Il y a bien sûr le Mont-Bazillac. Oui. Il y a également les vins de la région du sud-ouest de type Jurançon, qui vont très bien aller avec des fromages de ce coin-là, d'ailleurs. C'est le vin jaune, ça? Non, le vin jaune, c'est un vin du Jura. Ok. Et le vin jaune est un vin sec, qui peut très bien aller avec certains fromages également. Par exemple, le vin jaune, c'est un vin oxydé qui ressemble un peu au xérès. Et on peut très bien le mettre avec des pâtes demi-dures non cuites ou des pâtes dures. Et l'association du vin jaune, par exemple, avec les comtés, ça marche très très bien. En plus, géographiquement, ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre. Et on a quand même remarqué qu'il y avait comme ça une symbiose entre les produits à manger et les produits à boire quand ils sont issus d'une région voisine ou de la même région. Du même terroir. Du même terroir, effectivement. Et ça vient d'où, ça? Ça se comprend, hein. C'est que le sol est fait de minéraux, je dirais, différents. Oui. Et forcément, ce que la vigne prend dans le sol, l'herbe le prend également dans le sol, et puis on en fait du fromage. Donc il y a quand même une relation comme ça. Alors il y a une question de climat, il y a aussi une question de mentalité. Je pense que les gens dans un terroir déterminé ont une manière de préparer les choses, avec une certaine manière de faire, qui peut se transposer aussi bien dans le fromage que dans le vin, que dans l'élevage. Ils ont le même goût? La même perception du goût? Et la même perception peut-être de l'environnement aussi. Ah ouais. Alors ici, moi je suis en train de tester l'association Pruneau, Roquefort, et je vais tester avec le Château d'Yquem. J'ai essayé. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Que dis-je, c'est délicieux. En fait, tout le plaisir, l'hédonisme consiste à rechercher comme ça ces associations entre produits et à essayer de trouver ce qui peut donner un moment de grâce, tout simplement. C'est la recherche de la Madeleine de Proust, en fait. Ah oui, c'est quelque part ça. Hein. C'est la recherche de la consécration ultime, du nirvana gustatif, de l'explosion des sens, comment on appelait, comme disait notre ami là. Notre ami Sibylle. L'orgasme gustatif. Techniquement, on peut éprouver un orgasme par tous les sens. Visuel, auditif, gustatif. Et souvent, le goût est un des sens qu'on néglige. Hein. Néglige. Mais c'est le seul qui ne peut pas passer sur Internet. Effectivement. Le toucher, éventuellement, tu as la transcription en braille, par exemple. C'est une façon de passer le toucher par Internet. Effectivement, c'est très difficile, mais il y a encore moyen de le décrire, le toucher. Tout comme le goût. Bon, le goût, on peut le décrire quand même. Hein. C'est ce qu'on est en train de faire là. On essaye en tout cas. Voilà. Donc, dégustation directe. Moi, je suis en train de manger le morceau de... C'est ça, gorgonzola. Gorgonzola, je prends avec... Moi, j'essaie avec la poire, tiens. C'est la poire qui est là? La poire qui est là, oui. Ok. Et là, c'est un abricot. Et ça, c'est? De la pêche. De la pêche. Ah oui. Donc, un fruit séché. La poire n'est quand même pas très représentative. La pêche, elle est très vivante. Elle est à la fois sucrée et acidulée et très parfumée. Et la poire, je ne retrouve pas tellement le goût de poire, finalement. Sinon, dans le Roquefort, quel serait le fruit qu'on pourrait... Mais c'était l'angélique, paraît-il, mais je ne l'ai jamais testé avec l'angélique. Ou alors une fois. Le problème, c'est que l'angélique qu'on trouve habituellement dans le commerce, c'est de l'angélique banale. Et il y a une différence du jour à la nuit avec l'angélique de Niort. Et ça, bon, le problème, c'est que je devrais en commander et faire le test avec uniquement de l'angélique, du Roquefort et puis un sauterne. Guy tient beaucoup à son angélique de Niort. C'est la troisième fois que tu mentionnes cet ingrédient dans notre podcast. Mais c'est mon fruit confit préféré. Donc, ceux qui n'ont pas encore compris le clin d'œil, c'est, si vous voulez faire plaisir à Guy, envoyez-lui de la vraie angélique de Niort. Dès que vous en trouvez, tu prends ça? Si on te l'envoie, tu la prends. Ah oui, hein, bien sûr. Bon.
Mais il y a une maison qui en fait commerce sur Internet d'ailleurs. D'ailleurs, je compte un jour en acheter. Effectivement, moi, acheter des ingrédients sur Internet, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire. Pourtant, je suis un des premiers adopteurs du commerce sur Internet. J'ai acheté mon premier CD sur Internet en 1998. Pour te dire, à l'époque où l'Internet était encore quelque chose de très natif, c'était avec ma première carte de crédit, la première achat que j'ai fait avec ma carte de crédit. J'ai d'ailleurs pris une carte de crédit exprès pour pouvoir faire un achat sur Internet. Et j'étais trop content et trop fier. J'ai encore la facture de ça. Et depuis maintenant, je ne compte plus les choses que j'achète sur Internet. Quasiment tout mon shopping de Noël a été fait sur Internet. Comme tous les gens de ma génération et d'avant. Malheureusement, ça va tuer le petit commerce. Bon, après, on peut rentrer dans le débat. Moi, je suis prêt à en débattre. Je dirais, le monde évolue. Il faut changer avec le monde. Par contre, les ingrédients, ça, j'ai encore beaucoup de mal à... Le fromage. Je vois qu'il y a même des gens qui vendent de la viande sur Internet. Un président américain est devenu célèbre en vendant des steaks par correspondance. Je préfère quand même voir le morceau et l'avoir sous la main pour pouvoir l'acheter. Bah oui. Ou alors, il faut vraiment faire confiance à l'acheteur. Au gars qui te le sélectionne. Lorsque je vais en grande surface et que je dois choisir un morceau de viande, s'il y a 5 ou 6 raviers identiques du même morceau, il y en aura fatalement un qui me plaira beaucoup plus qu'un autre, pour toutes sortes de raisons techniques, que ce soit sa couleur, que ce soit sa forme, que ce soit la structure de sa fibre. Et je dirais, celui-là je le prends et l'autre je ne le prends pas. T'as l'impression comme ça qu'il t'appelle, non? Le morceau en question. J'ai l'impression qu'il n'attendait que moi, en fait. Même chose pour le poisson, mais dans le cas de la viande, c'est assez flagrant, en fait. Eh bien, là, j'ai découvert quelque chose. L'association Fromage Bleu avec du Sauternes. Je dois avouer que... Et puis, j'aime beaucoup l'abricot séché. Je dois avouer que je suis étonnamment surpris. Ce qui marche également très très bien avec les bleus, ce sont les Porto. Ah oui, le Porto, oui, effectivement. Ouais. En Angleterre, on prend le Stilton avec le Porto. Tout à fait. Et puis, il ne faut pas prendre un Porto rouge de type rubis tout jeune. Il faut prendre un Porto qui a déjà de la carrure. Soit un Porto blanc qu'on a laissé vieillir et qui est éventuellement millésimé. Soit un Porto rouge, mais pas un Porto jeune, évidemment. Et alors, la pêche, qu'est-ce que ça dit? Ben, je vais goûter la pêche. Là, je suis en train de manger avec... Je mange avec le pas bleu. Un fromage belge qui s'appelle le pas bleu. Un fromage bleu, belge. Pas de bleu. Pas de bleu. Pas de bleu. C'est un peu comme le nom peut-être. Alors, ceux qui veulent apprendre le parler belge, je leur conseille d'aller sur Facebook et de suivre la page... Moi, j'ai acheté le livre. La Minute Belge. Moi, j'ai acheté le livre. Ils ont fait un livre? Apprendre à parler le belge. À quoi ça vous sert? À part les exilés fiscaux français. Ben, ça sert à moi à regarder ce qu'on raconte, ce que celui qui l'a écrit raconte sur le langage belge. Bon, il y a quelques petites erreurs, mais bon, c'est plutôt bien fait. Sinon, sur Facebook, il y a une page qui, chaque semaine, publie une vidéo d'1 minute sur une expression belge, de manière très humoristique. Et on en a même parlé dans le dessin animé, hein? Ouais. Oui, je l'ai vu. Je suis pas trop fan de la pêche. Moi, j'aime bien, par contre. Mais, en tout cas, avec le pas bleu, ça va pas. Donc, on va essayer avec un autre. En fait, il faut quasiment à chaque bouchée essayer une autre combinaison. Je vais essayer avec le roquefort. Et puis vous arrosez avec le même bien, le pas de bleu, il a un goût assez typé. Oui, il est prononcé. Hein. Il est prononcé. Il y a un goût un petit peu qui pétille sur la langue, comme ça. Il faut le terminer par celui-là, ça c'est sûr. Finalement, le moins pointu, le moins goûteux, c'est le Shropshire, c'est le plus doux. En effet. Et puis il faut passer au Gorgonzola, puis après au Roquefort, et terminer par le pas de bleu, parce que lui, il arrache. Hein. Je dois avouer que la pêche séchée va beaucoup mieux avec le Roquefort qu'avec le pas de bleu. Donc, par déduction, la poire séchée devrait aller avec le Shropshire. Un petit tour chez votre fromager. Alors, pourquoi on fait une petite dégustation maintenant alors que les fêtes sont terminées? À votre avis? Parce qu'après les fêtes, on va au supermarché et tout ce qui n'a pas été vendu est vendu moins cher. Et qu'il n'y a pas de saison. Après les fêtes, pour nous, c'est toujours la fête, n'est-ce pas? Bien sûr, et le foie gras à 50% est aussi bon que le foie gras à prix plein. Je dirais même que c'est meilleur. Ah, on a l'impression de faire une bonne affaire en plus. Oui. Alors évidemment, tout ce qu'on raconte maintenant, c'est un petit peu difficile à comprendre pour tous nos auditeurs qui sont en Mongolie, qui sont au fin fond du Nevada, au Brésil. Nous sommes en train de leur parler de produits qu'ils auront du mal à se procurer, peut-être pas le Roquefort, mais le pas de bleu vraisemblablement, le Sauterne évidemment. Donc le fromage bleu, c'est un fromage qui a de la pénicilline dedans. Mais qui existe dans tous les pays. On en trouve évidemment, j'aurais pu prendre du bleu danois, j'aurais pu prendre du bleu allemand.
J'aurais pu prendre, il y a même du bleu aux Pays-Bas, il y a du bleu en Espagne, il y a même du bleu aux États-Unis d'ailleurs. Bon, voilà. Maintenant qu'on parle du lait, du fromage, quelque chose que je me suis toujours demandé. Quand il y avait eu la crise du lait, les fermiers qui se plaignaient que le lait ne se vendait plus. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'ils ne font pas du fromage avec? Le fromage se vend si cher. Oui, parce qu'on n'a pas comme ça une installation fromagère sous le sabot d'un cheval, évidemment. Hein. Il n'y a pas des fromageries où tu peux louer Non, ça leurs n'existe pas. installations pour sous-traiter l'exploitation de ton lait. Ça n'existe pas. Je veux dire, j'ai travaillé un petit peu dans l'ingénierie. Quand tu concevais un produit, que tu voulais faire une production, tu avais toujours des ateliers qui pouvaient sous-traiter pour toi. Tu veux dire que... Nous sommes en train de tout doucement terminer la bouteille de sablette. Tu veux dire que toutes les fromageries en Belgique, en tout cas dans ces zones Le matériel qui est nécessaire pour fabriquer du verre n'est pas le même que pour fabriquer du camembert. Alors bon, dans ce cas-là, encore, ce sont deux fromages à pâte molle, l'un croûte lavée, l'autre croûte fleurie, mais dans le cas de fromages tout à fait différents, on va prendre un exemple, un fromage en meule de type comté, ou de type gruyère, de type Beaufort, ne nécessite pas les mêmes installations qu'un fromage, je dirais, de type chèvre, ou qu'un fromage de type bleu. Alors bien sûr, le processus de caillage est à peu près le même, mais dans le cas d'un fromage à pâte cuite, on doit d'abord faire chauffer le lait. Les autres, on ne doit pas forcément le faire. Donc la fabrication étant différente, les modes de production sont différents. Dans le cas, par exemple, des fromages de grosse meule, on réalise avec le lait d'une seule traite une meule complète. Dans le cas d'une fabrication en de plus petit format, avec le lait d'une seule traite, on va réaliser des dizaines de fromages. Il y en a qui vont cailler avec une vitesse différente. Il faut donc des marmites de taille différente. Enfin, on ne peut pas transposer comme ça d'une production d'un fromage à un autre simplement en claquant des doigts. Techniquement, on pourrait faire du fromage depuis n'importe où. On pourrait faire du fromage depuis n'importe où. Maintenant, il y a des fromages, par exemple, qui peuvent très bien vieillir dans un halloir, je dirais, artificiel. Et puis, il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Prenons le cas du Roquefort. Il doit vieillir dans des caves qui sont naturellement ensemencées par la bactérie qui lui donne sa typicité. Oui. Mais je veux dire, le même fromage, la même recette utilisée pour le Roquefort dans une autre région donnera un fromage différent. Déjà parce que il y aura, même si on garde le même lait de brebis, il y aura un terroir différent. Et alors, bon, je vais prendre un exemple. Il y aura les bactéries dans l'air. Il y aura les bactéries dans l'air. C'est comme la bière. Maintenant, on peut encore, je dirais, prendre les levures et les bactéries d'un endroit, les transposer, les cultiver, les mettre à un autre endroit. Ça, ce n'est pas un problème. Mais par contre, bon, si on n'a pas des caves naturelles aérées, comme c'est le cas à Roquefort, on n'aura pas du Roquefort. On aura un fromage bleu, mais qui ne sera pas du Roquefort, évidemment, qui ressemblera éventuellement. D'ailleurs, bon, ici, le pâte bleu, c'est un fromage qui ressemble très fort à la fourme d'Ambert, par exemple, ou bien au bleu d'Écosse, ou au bleu du Cantal. C'est le même genre de fromage, en fait, on a copié, évidemment. Et il ressemble finalement aussi au Stilton, hein, il faut bien dire ce qui est. Le Stilton est un fromage qui lui ressemble aussi très très fort. Non, mais une application des bleus que j'aime beaucoup, et d'ailleurs le pâte bleu risque de bien s'y prêter, c'est d'en faire une sauce pour les steaks. Ah oui, ça c'est plutôt une recette des années 70-80. Hein. C'était la grande mode, c'était le steak au Roquefort. Hein. On a d'abord commencé, c'était vraiment quelque chose qui était très couru, on a d'abord commencé quelques années auparavant par le steak au poivre. C'était un grand classique. Hein. C'était avec une sauce crème, du poivre noir, du poivre gris, donc du poivre mignonnette. Et puis, je ne dirais pas qu'on a découvert, mais en tout cas, on a commencé à importer le poivre vert, qui était importé en boîte de conserve ou en petits bocaux. Alors, c'était toute une histoire de dire, ah, on va faire le steak au poivre, mais ce ne sera plus avec du poivre mignonnette, ce sera au poivre vert. Donc, ça, c'était la grande mode. Et puis alors, on a découvert les baies roses. Oui. Alors, on a fait du steak aux 3B cette fois-là. Hein. Il y avait les baies roses, il y avait le poivre vert, et puis il y avait le poivre en grain en même temps. On l'appelait aussi poivre rose, non? On l'appelait poivre rose, bien qu'apparemment, ce soit, disons, plutôt une vue de l'esprit, et qu'en réalité, ce n'est pas vraiment un poivre au sens strictement botanique du terme. Et alors, il y a eu en même temps que ça, le fameux steak au Roquefort. Pour ceux qui n'aimaient pas le côté piquant du steak au poivre, on a dit, on va faire du steak au Roquefort. Et ça, ce sont les grandes préparations emblématiques, je m'en rappelle, j'étais tout jeune à l'époque, et j'étais encore à l'école d'ailleurs. Emblématique? Oui, ça a été vraiment la mode. Il n'y a rien de plus simple à faire. Ah, j'ai pas dit que c'était compliqué.
Je dis simplement que c'était vraiment la recette qui était courue dans tous les restaurants. Dans tous les restaurants, on trouvait le steak au poivre vert, le steak au poivre tout simplement, ou le steak au roquefort. Hein. Dans les sauces au choix, c'était vraiment des sauces qui revenaient. Donc on avait, comme dans beaucoup d'établissements, 4 ou 5 ou 6 pièces de viande. Il y avait de l'entrecôte, il y avait de la côte à l'os, il y avait du steak, il y avait du rump steak, etc. Du filet pur, du tourne-dos donc. Et alors on disait, voilà, sauce au choix. Ben, la traditionnelle béarnaise, évidemment, ça ne manquait pas. En Belgique, la sauce archiduc, évidemment, qui est aussi une sauce qui est très courue. C'est une sauce crème champignon, je pense que j'ai déjà donné la recette. Et puis alors il y avait le steak au roquefort et le steak au poivre, hein, crémé ou non crémé. C'était vraiment les recettes qui étaient... Et d'ailleurs, elles existent encore. Hein. Au roquefort, peut-être moins, mais le steak au poivre, on le trouve toujours très très souvent dans les brasseries. Hein. Oui, c'est ça, c'est devenu la cuisine de brasserie. Ah oui, c'est la cuisine de brasserie. Avant, c'était la cuisine de restaurant gastronomique. Ah bon? Oui, parce que le restaurant gastronomique tel qu'on le connaît actuellement n'existait pas. Parce que maintenant, dans les cuisines de brasserie, je vois surtout dans le choix des steaks, en dessous le choix des sauces, t'as choron, béarnaise, roquefort, très souvent, poivre. Mais roquefort a tendance à disparaître. Hein. Elle existe peut-être encore à certains endroits, mais on la rencontre moins souvent. Oui. Alors, parfois, quand tu demandes, est-ce que c'est vraiment du roquefort ou c'est un fromage bleu? Ah oui, là, parfois, ça n'a pas toujours la bonne réponse. Voilà. Parce que le roquefort n'a pas eu bonne presse récemment. Bref. Mais là, c'est du roquefort d'une marque, d'une petite marque, d'un petit producteur. Bah, une marque connue quand même. Hein. Oui. Ce n'est pas la toute grande marque habituelle, voilà. Mais il est très connu. Pas mauvais. Il nous fait penser à une petite bête qui vole et qui a de très jolies ailes d'ailleurs. Voilà. Qui commence à vivre en chenille. Voilà. Quand on a dit ça, on a tout dit, voilà. Sauf le nom de la marque. Alors quelque chose qui est costaud aussi, c'est le beurre de brebis. Ah oui? Ah oui, on trouve dans les magasins spécialisés, des mêmes marques d'ailleurs, hein, du beurre de brebis qu'on vend en tout petit conditionnement dans des petites coupelles rondes. Mais c'est un beurre qui est très goûtu, comme on dit en France. Hein, donc il a une typicité. Hein. Tu parles de beurre, on avait évoqué il y a 2 mois la crise du beurre en France. Apparemment, c'était... On n'en parle plus actuellement, hein, c'est fini. Hein. Voilà. Je dois t'avouer, en Angleterre, je n'ai pas vu l'effet de la crise du beurre. Je crois que c'était le cas. Par contre, j'ai vu effectivement le prix du beurre, le prix de la mode de beurre augmenter dans les supermarchés grand public, mais dans les hard discounts, le prix de la mode de beurre est resté pareil. Il est resté 20% moins cher dans les hard discounts que dans les supermarchés normaux. Alors que du beurre, ça reste du beurre. Est-ce qu'il y a une grande différence entre le beurre de magasin hard discount ou les beurres de marque distributeur? Je pense qu'à ce niveau-là, ça doit être à peu près la même chose. Hein, entre le beurre, disons, des distributeurs et le beurre du hard discount, ça doit être à peu près kiff-kiff bourricot, comme on dit. Hein. Ben, on s'approchait des cours internationaux de 7-8 euros du kilo. C'est ça. Est-ce que c'est cher par rapport à... Ah, c'est plus cher que le beurre habituellement. Hein. Quand tu étais chef d'atelier, ça coûtait à peu près combien le beurre? Bon, je pouvais acheter du beurre à 3 euros le kilo, évidemment. Ça, c'était le beurre au moins cher à ce moment-là. C'était le bon temps, voyez-vous. Oui. Maintenant, j'ai quand même remarqué que les beurres bon marché, ce sont des beurres qui sont, et je mets des guillemets parce qu'il ne faut pas non plus se méprendre sur le terme, ce sont des beurres sales. Je m'explique, ce sont des beurres qui contenaient un peu plus d'eau que les beurres de qualité. Et alors, ce sont des beurres qui brûlaient plus vite à cause justement de la présence de cette eau et de la présence, disons, un peu plus importante de caséine dans le beurre. Tu veux dire qu'un beurre qui est de mauvaise qualité va brûler plus vite dans la poêle? Oui, à cause du fait qu'il y a, donc il y a disons, une proportion plus grande d'eau et de protéines résiduelles parce que le beurre a été moins bien lavé. Il faut savoir qu'au moment de sa fabrication, le beurre est lavé. Lavé? Il est lavé avec de l'eau froide. Ah oui. Et alors, l'eau froide va entraîner, disons, les particules indésirables, surtout les protéines. Et alors, un beurre qui est mal lavé, moi, je le sais parce que, bon, on fabriquait du beurre chez moi quand j'étais enfant, donc j'assistais à la fabrication du beurre. Maman était extrêmement pointilleuse sur la manière de laver le beurre. Et on disait que quelqu'un qui ne savait pas faire du beurre correctement lavait mal son beurre. Et alors, on avait un beurre qui avait un aspect marbré. Or, un beurre doit être bien lisse, évidemment. Et quand le beurre avait un aspect marbré, et un petit peu comme ça, il donnait l'impression d'être friable quand il était très froid, au lieu d'être crémeux. C'était un beurre qui n'était pas homogène, qui avait été mal lavé, mal travaillé, mal baratté lors de la deuxième phase de fabrication. Et c'était un beurre qui, en plus, souvent avait un goût. Parce que la présence de cette eau, de ces protéines en trop grande quantité, donne, disons, un rancissement plus rapide du beurre. Ah ouais.
Et c'est un beurre qui, de ce fait-là, est plutôt impropre à la fabrication des pâtisseries et impropre à la cuisson. On en fait quoi alors? Ah ben, ce sont des beurres industriels, bon, dans lesquels il n'y a pas trop de problème de goût parce qu'on met toutes sortes de choses, hein. On met des arômes, on met des émulsifiants, on met toute une série de poudres de perlimpinpin. Et forcément, ces beurres-là ne sont pas trop chers. Hein, et évidemment, ils sont prisés par les industriels, mais comme beurre de table ou comme beurre de cuisine, ils ne sont pas très, très prisés parce qu'ils ne sont pas qualitatifs. Ok. Alors, je suis en train de je vais manger la dernière bouchée de mon fromage bleu. C'est le pas de bleu de fromage belge. Alors, j'ai essayé, pendant que tu parlais, avec une gorgée de Château Yquem. Et j'ai essayé avec le Sauterne beaucoup plus jeune. Personnellement, j'ai été un peu déçu avec le Château Yquem. J'ai l'impression que c'était moins... Ça ne marche pas bien. Non, ça marchait moins bien. Tu sentais pas le sucré salé. C'est ça. Et l'un et l'autre s'annulaient presque. Tandis qu'avec un Sauterne très... Plus commun, on va dire. Voilà, plus commun, plus jeune, ça se démarquait bien, ça s'améliorait. Je veux dire, l'un et l'autre goût s'améliorait. Alors, le petit sport qui est intéressant, surtout quand on est entre amis, c'est de faire, à chaque gorgée, on se prend une petite zippette de vin. L'un, puis de l'autre, et on goûte. On se prend vraiment de quoi se mouiller les lèvres, on prend un tout petit peu de gorgée de vin, à chaque bouchée que vous faites, pour tout mélanger en bouche. C'est comme ça qu'on savoure les choses, d'ailleurs. Ben oui. Et puis, généralement, le vin descend beaucoup plus vite comme ça, et ça rend la soirée beaucoup plus conviviale. Tout à fait. On va quand même tester un petit bout de gâteau au chocolat quand même, hein. Ouais. Histoire de terminer les verres de vin. Voilà. Et pouvoir dire, tiens, avec le chocolat, est-ce que le Sauterne marche bien ou pas? Alors maintenant, nous allons passer à une dégustation toujours accompagnée de Sauterne, et on passe au Dessert au chocolat. dessert au chocolat. Pourquoi au chocolat? Ben parce que les desserts au chocolat sont censés aussi aller avec le Sauterne, même si on a quand même trouvé des accords un peu plus heureux. Et l'accord, disons, je pense le plus heureux qu'on ait trouvé actuellement, c'est le vin de Maury. Alors le vin de Maury, c'est également un vin français, c'est un vin de type un peu Porto comme ça, mais alors avec des odeurs très café, très, très fruits secs, noix, noisettes torréfiées, caramel éventuellement, et évidemment, bon, cacao, chocolat et toutes ces choses-là. Mais le grand accord jadis du gâteau au chocolat, c'est quand même le Sauterne. Le Maury est un produit plus récent et qui n'était avant consommé que localement. Et puis depuis maintenant 20-25 ans, c'est un produit qui est très très à la mode. Et il faut reconnaître que c'est un très très bon accord pour les gâteaux au chocolat. Ici, bon, nous n'avons pas de Maury pour le moment. Nous ferons une dégustation de Maury plus tard. Et actuellement, nous le faisons avec le Sauterne. Voilà, on n'a que le bien qu'on se donne, comme disait l'autre. Un petit Sauterne 2011. Les sablettes, ça passe bien. Il est doux, il est léger. Enfin, secret, pendant ce temps pendant toute pendant qu'on a eu fait la pause, j'ai siroté à petite dose le Château Yquem. Je dois avouer que c'est vrai que c'est un vin très complexe, malgré qu'il ait 42 ans, il n'a pas pris une ride, je dirais. Nous dirons qu'il a évolué quand même. Voilà, il a évolué, mais il n'est pas devenu mauvais. Non. Je me souviens, pour mes 30 ans, j'avais voulu faire le malin et j'avais été sur eBay chercher des vins de l'âge de l'année de ma naissance. Alors, c'est une façon très originale de fêter son anniversaire. Et j'étais tombé principalement sur des Bourgognes. Il faut savoir qu'en Wallonie, on a beaucoup de Bourgognes et des gens qui ont laissé des vins dans leur cave. Et tellement longtemps que la plupart du temps, quand j'achetais des bouteilles comme ça, c'était des enfants qui vendaient la cave de leurs parents parce que leurs parents avaient soit été placés, soit étaient tout simplement décédés. Et ils se retrouvaient avec cette grande cave, ils ne savaient pas ce que ça valait, donc ils mettaient ça sur eBay. Et ils n'avaient aucune idée de ce que valait le vin. J'ai comme ça eu 6 Bourgognes. Sur les 6, il y en avait 4 qui étaient... Dépassés, hein. Ils étaient passés. Voilà. Bon, j'avais eu la chance d'avoir eu un Saint-Julien. Et je me souviens que, effectivement, au moment où on l'a débouché, il avait l'air un peu bouchonné. Puis une fois que tu le laisses, comme beaucoup de Bordeaux en fait, tu les laisses respirer. Comme ce Château Yquem, là, ça fait 1 heure qu'on l'a ouvert. On reprend une gorgée maintenant, il n'a pas le même goût. Tout à fait. Et un vin de Bordeaux, ça reste comme un des vins de garde. Le vin de garde, c'est le Bordeaux, non? Vous avez dit que la garde n'est pas un petit peu la manière dont on a vinifié le vin. En réalité, qu'est-ce qui fait qu'un vin est un vin de garde? Ce sont les tanins. Et les tanins, on les trouve essentiellement dans les rafles.
Les rafles. Alors, on ne sait pas, donc ce sont les petites branches qui se trouvent dans la grappe de raisin. Alors, ce sont les parties ligneuses qui donnent donc ce tanin, et c'est le tanin qui permet au vin de vieillir longtemps. Alors, on a le choix. Soit on érafle la vendange, et on a un vin qui est consommable plus rapidement, mais comme il est consommable plus rapidement, donc il se fait plus rapidement, les tanins fondent plus vite puisqu'il y en a moins. Comme le Beaujolais. Oui, mais là, ça c'est l'extrême, hein, ça. Mais je parle ici du vin de Bordeaux traditionnel ou même du vin de Bourgogne. Donc, quand on érafle la vendange, on a des vins qui sont plus rapides à être consommés, mais on a également des vins qui se gardent beaucoup moins. Donc, on ne peut pas avoir l'un et l'autre. On ne peut pas avoir à la fois des vins, en tout cas très difficilement, des vins qui sont buvables et qui sont souples très rapidement et qui vont se garder pendant 25 ou 30 ans. Alors, ce qu'on prend comme une qualité, à savoir le fait qu'un vin puisse se garder très longtemps, c'est en fait un défaut. Non pas un défaut de fabrication, mais c'est la manière de faire anciennement. C'est-à-dire qu'on n'éraflait pas, ou très peu. Le vin était tannique, il y avait donc de l'acide tannique dans le vin, et il lui fallait des années pour s'assouplir et pour être agréable à boire. Par contre, on le gardait très longtemps. Alors maintenant, capitalisme oblige, on ne peut plus immobiliser pendant 20 ou 25 ans ou 30 ans, disons, d'affilée des produits de récolte, on doit les commercialiser dans les 2-3 ans maximum, 4 ans. Donc parce forcément, que c'est du stock qui dort. Hein. C'est du stock qui dort, c'est de l'argent qui dort, donc il faut de la place pour stocker tout ça, et puis il faut les reins solides, parce que on doit à ce moment-là récolter quelque chose qu'on ne vendra quasiment qu'une génération plus tard. Donc on ne peut plus le faire. Conclusion, on érafle la vendange, on a des vins qui sont bien sûr beaucoup plus rapidement buvables, et puis il y a quand même la grosse concurrence des vins de type sud-américain, hein, comme les vins du Chili. Ils ne sont pas éraflés, eux? Qui sont des vins Coca-Cola, c'est-à-dire que ce sont des vins qui sont très agréables, très goulayants, et qui sont aptes à être bu très rapidement. Donc forcément... chaque année, ils ont le même goût. Ils sont en tout cas très semblables d'une année à l'autre. Ils ont séduit un plus grand public de jeunes, parce que l'approche du vin est beaucoup plus facile. Boire du vin chilien en vin rouge, en beau Cabernet Sauvignon, qui est agréable à boire tout de suite, ou bien devoir se faire la bouche à un vin qui est tannique et qui nécessite encore 10 ans de cave, les jeunes, ils ont choisi, hein. D'autant plus qu'il y avait quand même une différence de prix. L'immobilisation du produit coûte cher. C'est X% chaque année, un peu comme l'argent qu'on place à la banque. Bon, même s'il ne rapporte plus rien maintenant, on considère qu'il y a un coût. Donc le vin, plus il est gardé dans une cave, plus il coûte lorsqu'on va le vendre. Puis il a fallu le conserver. Il y a toujours de la perte. Une bouteille qui est bouchonnée. Bon, on considérait qu'il y avait anciennement 7% de bouchons qui étaient défectueux. Donc il pouvait y avoir, à terme, bien sûr pas forcément la première année, mais qu'il pouvait y avoir à terme 7% de perte. C'est un chiffre, hein. Bon, à terme, 20 ans, 30 ans? À terme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ouvre la bouteille, et qu'on regarde s'il y a un lot... souvent les bouchons, c'est par lot aussi, hein. Donc on a tout un lot qui est bouchonné, on prenait les précautions d'usage, évidemment, mais lorsqu'un lot était bouchonné, il n'était pas question de le vendre. Donc on avait de la perte. Et plus on garde le vin, plus le bouchon a des chances de se détériorer. C'est mathématique, c'est comme ça vieillit. Donc, plus on gardait le vin longtemps, plus on avait de chances d'avoir des bouteilles qui n'étaient plus consommables. Donc, forcément, c'était de la perte. Conclusion, en éraflant, on donne au vin moins de possibilités de vieillir, mais de plus grandes possibilités d'être bu rapidement, donc tout le monde s'y retrouvait. Alors, qu'est-ce que ça dit que cette association de chocolat et de sauterne? C'est divin. C'est divin. Sérieusement, j'ai ici ce petit gâteau avec, comment on pourrait appeler ça, une mini-bûche? C'est une mini-bûche, mais alors il y a une espèce de mousse au chocolat avec une ganache à l'intérieur et une ganache extérieure, et puis un biscuit sablé qui fait la base. Une gorgée de gâteau, une gorgée de sauterne, et nous rendons grâce à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il nous a fait. Maintenant, vous étiez en train d'expliquer les vins de votre anniversaire de votre 30 ans, Marc. Je vous rappelle quand même que j'avais été embauché pour faire le commentaire de tous ces vins-là. Ah oui, c'est vrai, donc je les connaissais quand même. Oui, voilà, donc... en fait, c'était pour le faire partager aux auditeurs. On partage aux auditeurs, voilà. Comment faire son passé à 30 ans dans le fast. Mais alors, moi, je me dis, 30 ans, c'est la dernière année, je pouvais faire ça. Mais là, je viens de goûter donc un vin qui m'aurait permis de passer 40 ans en faisant pareil. Bon, à part qu'il faut sélectionner un petit peu mieux. Et que c'est un peu plus cher aussi. Voilà. Parce que, un point que je voulais mentionner par rapport à ce que tu viens de dire, pour compléter ce que tu viens de dire, depuis la fin de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, je suis économiste, donc j'ai eu l'occasion pendant mes cours de voir un petit peu les différents types de placements, l'évolution des monnaies, l'évolution des placements, l'évolution des investissements, bourse, machin chouette, bref, pas vous faire un cours d'économie. Mais ce qui m'avait frappé, c'est que régulièrement, le premier placement le plus rentable sur le long terme, je parle du très long terme, c'est-à-dire
placement à 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est les grands crus. Les grands crus de Bordeaux. L'immobilier ne bat pas les grands crus de Bordeaux. Donc, Château Yquem, Château Cheval Blanc, et tous les premiers grands crus. Château Ozone, Château Pétrus. Château Pétrus, voilà. Château Yquem, Château Pétrus. Chaque année, vous achetez une caisse de ces vins-là dès qu'ils sortent. Vous les gardez en cave. Ils ne perdent jamais de valeur. Jamais. Et vous les revendrez toujours plus cher et ça rapportera un rendement supérieur à si vous l'aviez passé dans n'importe quelle autre façon de placer votre argent. La même somme placée en banque sur un compte d'épargne. Même si tu achetais un immeuble. L'immeuble dans les loyers quand même. Il faut s'imaginer... Ah oui. Même en comptant les loyers? Oui. C'est ce qu'ils avaient l'air de dire. Bon, après, il faut que je le vérifie moi-même. C'est vrai que les immeubles, tu touches les loyers pendant ce temps-là, donc ça te fait une rentrée, donc tu peux vivre. C'est très difficile de vivre de ces rentes avec un stock de vin, si ce n'est que de vendre... De vendre au fur et à mesure certains. Enfin, mais il faut savoir que si tu veux vendre, je crois chez Drouot, chaque année, il y a une vente de vin. Chaque grande maison de vente aux enchères fait des ventes aux enchères de vin. Et ça se vend à la caisse de 6. Ça, c'est l'unité de base, c'est la caisse de 6. Mais le problème des vins par rapport à l'immeuble, c'est que l'immeuble, on peut le visiter, on peut faire un état des lieux. Le vin, par la force des choses, si on ouvre la bouteille et qu'on le boit, on ne sait plus le vendre. Donc on doit toujours faire un petit peu confiance à celui qui le met en vente. Il faut voir comment il a été conservé. Et je vais vous citer une anecdote qui circulait déjà à l'époque où je travaillais encore dans la restauration. Il y avait un importateur français, je veux plutôt dire un négociant français très connu ici sur la place de Bruxelles. Il était vraiment spécialisé en vin de Bordeaux. C'est d'ailleurs à lui que j'avais acheté le château Yquem, entre autres. Il était de très très bons conseils. Et puis il nous a expliqué qu'il y avait des lots de château Yquem qui se retrouvaient actuellement, donc à ce moment-là, dont je vous parle d'il y a 30 ans, qui se trouvaient sur le marché. Il y a même plus de 30 ans. Et il a dit, bon, attention, il y a un leurre là, il y a un piège. Les prix étaient on ne peut plus intéressants. Alors là, la vérité, qu'est-ce que c'était? C'était des vins qui avaient été achetés, donc je parle de château d'Yquem, qui avait été acheté par le général Mobutu, c'est Seko, donc le maréchal. Le maréchal, oui, il est devenu, il était général avant, il est devenu maréchal après. Donc il avait emporté ses caisses de château Yquem au château de Gbadolite en pleine forêt équatoriale. Et le vin comme ça avait été soumis à des conditions de température, hausse, baisse, humidité, hausse, baisse comme ça plusieurs fois par an. Et ce vin s'était rapidement détérioré. Donc il avait été donc commis à la dégustation de ces bouteilles. Il les avait goûtées, enfin il en avait goûté certaines, et il avait vu que le vin n'était plus consommable dans de bonnes conditions. C'était un vin qui était vieilli, qui avait madérisé, qui était bruni, qui était oxydé. Et alors on pouvait le proposer à n'importe quel prix, cassant la baraque, comme on dit. Ça ne servait plus à rien de l'acheter, puis on faisait de mauvaises affaires. Alors que c'était de l'authentique château Yquem. Oui, c'était de l'authentique château Yquem, exactement. Donc on est toujours obligé, que ce soit pour du vin blanc, du vin rouge, ou bien des vins liquoreux, qui sont donc aussi des vins blancs, de faire confiance à celui qui les met en vente, mais quelquefois on est attrapé. J'ai un jour acheté un vin rouge dans une grande surface, non pas une grande surface, je vais plutôt dire un hard discount. Et c'était un Bordeaux, et je l'ai déjà expliqué, à un prix intéressant. Bon, ben voilà, c'était pas un grand Bordeaux, mais c'était un vin qui me paraissait intéressant. Je n'en ai pris qu'une bouteille, heureusement, en me disant, si après dégustation il me plaît, je viendrai en rechercher. Alors, ce qui m'a frappé, parce que quand on ouvre une bouteille de vin, on doit être attentif à tous les points. Au moment d'enlever le bouchon, le bruit n'était pas le même. Le pops de dégagement du bouchon était différent. Ça m'a déjà interpellé sans plus. Ouais. Bon, ça nécessite de l'expérience. C'est-à-dire que beaucoup de pratique. Ça m'a en tout cas interpellé. Oui. Et puis, je l'ai versé dans le verre, et tout de suite, j'ai vu que le vin ne faisait pas de glou-glou en versant dans le verre. Ah. De nouveau, ça m'a interpellé. Et puis, il coulait un peu comme si j'avais versé de l'huile d'olive. C'est-à-dire il donnait l'impression d'être un peu sirupeux, un peu épais. Pas énormément, mais c'était vraiment... Comme ça. Non, visqueux, ce serait beaucoup trop fort. Il coulait d'une manière différente. Il coulait en fil et non pas en vague, je vais dire. Donc il faisait comme quand on verse de l'huile dans une mayonnaise. Voilà. Et alors essayez de faire ça avec de l'eau, vous n'aurez pas le même résultat. Il y aura des torsades dans le jet, je vais dire. Et dans le vin, c'est la même chose. Et puis je l'ai bu, et c'est là que je me suis rendu compte. Et en fait, c'était un vin qui avait une maladie que je n'ai vue qu'une seule fois dans ma vie, mais qui est connue. C'est une maladie qui est en fait due à la présence de bactéries dans le vin,
et qui forment dans la bouteille un réseau en 3 dimensions. Ah. Donc il y a un réseau, je dirais tridimensionnel de bactéries, et qui rend le vin plus épais et plus filant. Et c'est donc une maladie, c'est donc un défaut. Et un vin pareil, en principe, ne devrait pas être commercialisé. Donc cette chaîne de magasins C'est un vin contaminé par une bactérie. C'est-à-dire que ça a été contaminé au moment de la fabrication. Est-ce qu'il était propre à la consommation? Il n'est pas dangereux. Il n'y a vraiment aucun danger d'un point de vue sanitaire. Hein. Ok. Je n'ai pas été malade, rien du tout. Mais par contre, c'est un vin qui a cette maladie. Et je ne l'ai rencontré qu'une fois dans ma vie. Hein. Donc c'est vraiment très rare. À ce moment-là? À ce moment-là. Mais quand ça existe, le vin n'est normalement plus commercialisable. Et le goût était altéré? Le goût n'était pas vraiment altéré, mais c'est plutôt la consistance en bouche qui était un petit peu bizarre. Et alors, bon, il ne m'a pas laissé un souvenir de... Le goût n'était quand même pas exactement le même, hein. Mais on ne peut pas dire que ce soit mauvais ou imbuvable. Ce n'était pas acide, ce n'était pas amer. C'était tout simplement un peu bizarre en bouche. Et surtout, l'aspect était un peu bizarre, parce que quand on le faisait tourner dans le verre, on avait vraiment l'impression qu'il était gras. Il n'y avait pas de traces d'huile, hein. C'était pas gras d'un point de vue contenance de graisse. C'était gras d'un point de vue consistance. On avait vraiment l'impression qu'on faisait tourner un verre d'huile et pas un verre de vin dans son verre. Voyez-vous ça? Voilà. Comme quoi que, de nouveau, c'est une question qui peut se produire. C'est quelque chose qui peut se produire quand on achète des vins qui ont été chez le particulier pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans, éventuellement conservés dans de mauvaises conditions. Mais quand on paye ce produit-là très cher et qu'on rentre chez soi avec, on n'a plus que ses gros yeux pour pleurer, évidemment. Oui. Et bien voilà, ça c'était le bruit du verre de vin avec le son de la bouteille. La dernière goutte. La dernière goutte. Voilà, nous avons donc terminé une bouteille à nous deux. 13,5% quand même, donc c'est pas de la... Pas de la piquette. C'est pas de petit vin de mauviette. Hein. C'est toi qui m'avais dit que justement pour augmenter le goût d'un vin ou pour augmenter la qualité perçue d'un vin sans en augmenter la qualité intrinsèque, on augmentait le pourcentage d'alcool, du coup le vin avait l'air meilleur. Avec des réserves quand même, hein. C'est qu'il faut toujours qu'il y ait un grand équilibre entre divers facteurs. Il faut qu'il y ait bien sûr un équilibre entre l'alcool, entre l'acidité et entre le goût. Si on a un vin qui est trop riche en alcool par rapport à la faiblesse d'un goût ou à la faiblesse d'un sucre dans le cas d'un sauterne, on va avoir un vin qu'on va dire alcooleux. Et ça c'est un défaut. Un vin alcooleux c'est donc une tare, c'est donc un défaut, parce que ça veut dire que l'alcool va dominer, et le problème c'est que l'alcool a une très légère perception amère. Donc on va avoir un vin qui va avoir des petits relents d'amertume, et surtout qui va être, on va dire, trop capiteux. Alors le stade inférieur, c'est un vin qui va être qualifié de capiteux. Donc un vin capiteux, c'est un vin qui contient beaucoup d'alcool, mais c'est encore raisonnable et c'est encore équilibré. Mais alcooleux, c'est un vin vraiment qui a un défaut d'avoir trop d'alcool. On va prendre le cas des vins actuels, surtout parfois dans les vins du Nouveau Monde, hein. Moi, je suis tombé sur des bouteilles où on affichait du 14,5 degrés d'alcool pour du vin. Jusqu'à 15, moi j'ai vu. Pour du vin rouge. Mais c'est beaucoup trop alcoolique. Tout ceci étant dit, nous allons devoir prendre congé. Voilà, merci en tout cas d'avoir passé ce moment avec nous à notre table. C'était vraiment en live, hein? Ah oui, là c'était on ne peut plus live parce que là en face de l'autre en train de déguster, forcément, c'était vraiment dans le vif du sujet. Donc, vous êtes l'auditeur, l'auditrice. Était notre invité finalement. Là, j'ai mis la chaise, là, voilà. Il est là, merci. Je vous tends la main. C'était un moment très agréable en tout cas en votre compagnie. J'espère que vous avez apprécié tout ce qu'on a dit. J'espère que vous avez apprécié tout ce que Guy vous a dit. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à la prochaine fois. Au revoir.